Bonjour YouTube, troisième journée de Ligue 1 et pas n'importe laquelle puisqu'il y a eu 39 buts ce week-end sur nos pelouses du championnat de France et un Olympico remporté par l'Olympique Lyonnais qui était paradoxalement pas le meilleur match du week-end. C'est par celui-là qu'on va commencer. Déjà, j'en profite avant tout pour vous remercier parce que vous étiez encore plus de 20 000 à regarder le deuxième débrief de la saison. J'espère que vous serez aussi nombreux à continuer à regarder ces débriefs-là puisque ça me demande beaucoup de taf, mais je suis très content de le faire. Voilà, vous avez le chat ici qui vous dit bonjour. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces, de vous abonner, de mettre des commentaires pour bien référencer le débrief. Ça me fait très plaisir. Et à me suivre sur les autres réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc. etc. C'est la fin du mercato. C'est la thématique un peu principale de ce débrief, puisque ça y est, les mercatos des différents championnats sont tous terminés ou presque. Et en France, on a terminé ce mercato au moment où je vous parle. Hein, il est 22 h. Ça s'est terminé à 20 h avec plus ou moins de satisfaction en fonction des clubs. On fera un petit tour d'horizon après chaque match pour voir où en sont les différents clubs sur leur mercato. Donc, ce week-end, nous avions l'OL-OM, le fameux, l'Olympique, l'Olympico, vous l'appelez comme vous voulez, le gros match. Mais avant ça, on a eu un paquet de matchs complètement zinzin. On a eu une fin de mercato très houleuse de partout, sauf à l'Olympique Lyonnais, où il ne s'est pas passé grand-chose. Et on n'a donc toujours pas de diffusion sur Canal+ de la Ligue 1, ce qui commence à poser problème à pas mal de darons à droite, à gauche. Donc on pense à eux, on pense à nos darons et à nos grands-pères qui ne peuvent pas s'abonner sur MyCanal et qui sont très tristes. Voilà, papa, je te salue. Non, tu ne pourras pas t'abonner à Ligue 1 Plus au Portugal, ça ne fonctionne pas. On va d'abord faire un petit tour sur les résultats de cette journée pour vous montrer que du but, il y en a eu. Hein. Il y en a eu partout. Il y a eu des scores totalement absurdes. 6-3, 7-1, D3-2, en veux-tu, en voilà. Bref, un joyeux bordel sur cette journée de Ligue 1. On va pas faire dans l'ordre chronologique comme on a fait la dernière fois, parce que j'ai pas vu tous les matchs. J'ai pas pu voir tous les matchs. Je n'ai pas vu, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas vu le Havre-Nice et je n'ai pas vu Paris FC Metz. J'ai vu que les résumés. Par contre, j'ai vu les 7 autres. Il y en a, c'était douloureux. Hein, parce que Nantes-Auxerre, c'était pas le meilleur choix tactique que j'ai fait de ma vie. Ça, je peux vous le dire. Hein. Arrête de te gratter à penser que tu prends assez. Non, j'ai juste des problèmes de sinus. Vous le savez, en plus, vous me l'avez déjà dit. Je peux littéralement pas prendre de lacet à cause de ça. Ça me défoncerait trop. C'est pas possible. Bref. Angérène, if I speak. Ah ouais, Angérène, compliqué. On va donc prendre les matchs un peu dans le désordre. Vous me dites dans le chat par quoi vous voulez qu'on commence, mais je sais déjà par quoi vous voulez qu'on commence. On va commencer par ce qui vous intéresse le plus pour une fois, et on va commencer par l'Olympico. On va commencer par l'Olympico. Cet Olympico qui a tourné en faveur de l'OL, mais ça a été long et ça a été compliqué pour tourner en faveur de l'OL. Je vous montre les stats. Hein. C'est un match qui a été outrageusement dominé par l'OL dans les stats, mais dans lequel on n'a pas été serein du début jusqu'à la fin. On va commencer par le 100 directement. Effectivement, victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais. Je vous ai mis Pavel Schulz qui apparemment a récupéré officiellement le but. Alors que le but, il est quand même fait et refait par Leonardo Balerdi, que l'on remercie. Leonardo Balerdi qui mérite très bien qu'on fasse de lui un citoyen d'honneur de la ville de Lyon, puisque ça fait quand même pas mal d'Olympico qu'il a décidé de nous offrir ce brave garçon. Laissez-moi juste changer la titraille, on va repasser en plein écran. Qu'est-ce qu'on a à raconter sur ce match entre OL et OM? Déjà, il y a quand même eu deux faits d'armes principaux. Le premier, c'est cette expulsion de Egan Riley à la demi-heure de jeu, qui vient couronner une première mi-temps plutôt satisfaisante côté OL, même si c'était quand même pas folichon. On est sur une expulsion logique de Egan Riley qui décide de démolir la gueule de Fofana en position de dernier défenseur. Décidément, l'OM et les cartons rouges en ce début de saison, on remercie. Hein, pour une fois, c'est pas Balerdi. Pas aider les affaires de l'OM, mais paradoxalement, ils ont presque été meilleurs à 10 qu'à 11, puisque à 10 contre 11, l'OL s'est un peu chié dessus, simplement. On a commencé à tergiverser, pas beaucoup d'occasions créées de manière générale. Pourquoi? Puisque les choix de composition de l'OL étaient un peu particuliers. On va reprendre un peu le contexte de ce match. Quand même reprendre un petit peu le contexte, on est sur une période bordélique pour les deux Olympiques au moment où ce match a lieu. D'un côté, vous avez l'OM qui a perdu deux joueurs, alors un titulaire et un autre, Rabiot et Jonathan Rowe. Rabiot qui est parti du côté de l'AC Milan, Jonathan Rowe qui est parti à Bologne, et donc toujours ce contexte de simili-crise à l'OM, puisque c'est toujours la crise à l'OM. Et du côté de l'OL, on a quand même une grosse vraie crise, qui est qu'au moment où l'Olympico est en train de se préparer, on a le départ de Georges Mikotadze qui, maintenant on le sait, ne sera pas remplacé. Et donc on se retrouve avec une composition de départ du côté de l'Olympique Lyonnais qui est quand même un petit peu bizarre. Alors on a des camps dans les buts, ça c'est pas choquant. On a une défense qui est quasiment l'équipe type en attendant que Tagliafico revienne à un bon niveau. Morton, Tessman, ok. On a la première titularisation de Kalis Mera. Et on a une ligne d'attaque avec Fofana qui est toujours là, donc qui va passer la saison à l'OL,
Karabekh à droite et Tolisso en pointe. Bon. On n'a pas d'avant-centre. On se retrouve avec Tolisso en position de 9,5. Karabekh qui est dans le coin. Et l'OL a fait, je crois, une trentaine, peut-être même une quarantaine de centres sur ce match. Donc on a quand même eu à la fois une animation sans ballon qui était assez intelligente, puisque l'OL a laissé Rouli tout seul, pas pressé Rouli, et a mis beaucoup de difficultés du côté de la construction de Marseille. Mais en même temps, il n'y a quand même pas eu énormément d'occasions. Et on a senti cette stérilité offensive côté lyonnais, qui ne bougeait que sur des exploits personnels, notamment Mera, qui à un moment donné crée une belle action avec une espèce de feinte de corps avant de lancer en profondeur, je crois que c'était Karabekh ou Fofana. Tolisso a fait ce qu'il pouvait dans un rôle qui n'est pas le sien. Mais globalement, on a eu un match dominé par l'OL, avec un certain nombre de décisions parfois un peu contestables. On a eu un but hors jeu qui n'a pas été checké à la VAR, alors que c'était quand même limite. Je pense qu'il y a hors jeu, mais c'est limite. On a eu un but refusé pour obstruction de Tessman sur Rouli. Quand on voit l'angle opposé, on a quand même Rouli qui vient se jeter sur Tessman. Bon, voilà, heureusement que c'est dans ce sens-là. Tout ça pour avoir finalement une période de 20 minutes de caca-culotte en supériorité numérique avant que l'OL réussisse à faire basculer le match de façon un peu absurde sur une espèce de cafouillage, un des buts les plus moches de la saison. On a eu beaucoup de buts magnifiques ce week-end. Le retourné de Joao Neves, la frappe de Joao Neves, l'autre retourné de Joao Neves. Là, on a eu un des buts les plus moches avec le but de Rassoul Ndiaye du côté du Havre qui fait pas exprès de marquer et qui donne du coup la victoire à l'Olympique Lyonnais sur ce contre son camp de Balerdi qui cafouille complètement. Donc merci Leonardo Labalerdi. Oui, on n'a pas parlé du penalty sur Karabekh, mais ça me choque moins le penalty sur Karabekh. Globalement, qu'est-ce que je voulais dire en particulier sur cette OL-OM ? Déjà que c'est la première fois depuis 86 que l'OL remporte ses 3 premiers matchs de la saison. C'est quand même paradoxal parce que cet Olympique Lyonnais, il va pas très très bien sur le papier, le mercato a été terrible et pourtant l'OL réalise son meilleur début de saison depuis quasiment 40 ans. Donc c'est quand même assez paradoxal. C'est quand même un grand plaisir en tant que supporter lyonnais de enfin gagner un Olympico. On n'a quand même pas eu beaucoup d'occasions ces dernières fois de les gagner. C'est toujours un plaisir, même un but de raccro, on prend. Je voulais m'attarder sur pas mal de petites choses quand même. La première, et ça va faire plaisir à nos amis marseillais, c'est que c'est l'affluence. On va commencer du moins important au plus important. Il y avait 52 000 spectateurs annoncés du côté du Parc OL sur ce match. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un match contre l'OM, qui est quand même un des plus gros matchs de la saison, maintenant que Saint-Etienne est en D2, se fasse avec 5 à 6 000 places vides. On a vu des tarifs absolument délirants de la part du stade, des places à 70 balles en parquage, puisque les places en parquage réservées aux supporters marseillais ont été mises en vente à 2 jours du match à 70 €, alors qu'une place en parquage, normalement, ça vaut 10 €. Ce n'est pas normal que le stade ne soit pas plein pour le match contre l'OM. C'est une honte. Et les Marseillais ont raison quand ils se foutent de notre gueule en disant votre stade, il n'est pas rempli. C'est une honte. Et c'est pas parce que les gens n'ont pas de ferveur, c'est juste parce qu'à un moment donné, 100, 150 € la place contre l'OM, faut arrêter un peu le délire. Je comprends qu'on n'ait pas de thunes, mais faut arrêter le délire. À un moment donné, à 2 jours du match, tu as 5000 places libres, et bah tu les brades. Tu remplis ton stade. Il faut qu'il y ait une grosse ambiance. C'est le plus gros match de la saison. C'est le cas. Le PSG, tu sais que c'est plus dans ta cour, donc tu vas essayer un miracle, mais tu n'espères rien. Lyon-Marseille, c'est un match... c'est le match le plus important de la saison avec le derby, mais il n'y a plus de derby. Donc c'est triste qu'on se retrouve avec un stade qui n'est pas plein parce que les tarifs pratiqués sont absolument délirants. Donc moi, ça me fout en colère. Voilà, ça me fout un peu en colère parce que c'est pas une volonté de ne pas aller voir le match, c'est juste qu'il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas 150 balles dans cette économie pour aller voir un match de foot, c'est tout. Donc voilà. Ça, c'est un peu hors sujet sportif, mais je pense que c'est quand même important. Autre côté hors sportif, on a eu droit quand même aux adieux de Mikotadze. C'est bien pour un club qui a parfois eu du mal à dire au revoir à ses joueurs. On a eu des beaux adieux pour Lacazette, on aura eu des beaux adieux pour Mikotadze. Quelle tristesse quand même d'en être rendu à devoir mettre par la fenêtre l'enfant du pays revenu pour écrire la légende. Bah finalement non, donc je suis quand même un petit peu triste que Mikotadze ne puisse pas rester. La faute à un contexte économique
évitable. Et encore une fois, il faudra se souvenir de qui est le vrai coupable de tout ça, c'est-à-dire John Textor, par rapport à toute la Zumba qu'il nous a infligée, qui empêche l'OL aujourd'hui d'écrire des belles histoires. Et cette histoire de Georges Mikotadze, peut-être se réécrira-t-elle dans 10 ans, comme elle a pu se faire pour Lacazette. Mais c'est un beau gâchis, et il y aura un beau sentiment de gâchis avec ce départ de Mikotadze, à qui on souhaite évidemment le meilleur du côté de Villarreal. Voilà pour le hors sportif. Maintenant, on va revenir sur le sportif. En commençant par l'OM, vous vous souvenez peut-être, il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'avais quand même des sérieux doutes sur Balerdi. Alors l'OM s'est sacrément renforcé lors de ce dernier jour, donc il est probable que Balerdi saute du 11. Balerdi offre le match à l'Olympique Lyonnais, comme il avait déjà offert un certain nombre de situations sur les matchs précédents. Je trouve qu'il a été pas mal surcoté, Balerdi, ces dernières saisons. Ça va bientôt être terminé, je pense, de la place de titulaire de Leonardo Balerdi. Et je pense qu'on peut lui faire une statue à Lyon pour tout ce qu'il nous a offert ces dernières années. Côté marseillais, j'ai trouvé que la proposition, de manière générale, était insuffisante, même avant le carton rouge. C'était assez faible, j'ai trouvé. Pas grand-chose à rajouter. Du côté de Marseille, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Il y a quand même eu cette capacité à mettre l'OL en gros caca-culotte. Je vous avoue qu'à la 75e minute, je me suis dit, je connais ce match. Je le connais. Je sais comment il finit. Et finalement, non. Finalement, non. Il y a des choix côté marseillais que j'ai eu du mal à comprendre. Notamment la titularisation de Weah sur le côté gauche. Je n'ai pas trop compris l'intérêt de faire ça. Je comprends la logique de titulariser Nadir, qui a été excellent lors du match contre le Paris FC. Traoré a aussi été très bon. Greenwood, non. C'est quand même un match très moyen de la part de Marseille. Et je ne comprends pas la décision de ne pas mettre Gouiri. Parce qu'on le sait, on a quand même une malédiction au-dessus de la tête qui est que quand on met un ancien Lyonnais sur le terrain, il marque. Gouiri, je suis bien content qu'il n'ait pas joué. Il nous a bien tordu le cul la dernière fois quand même. Donc j'émets des doutes sur De Zerbi. Je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose de cette équipe. Cet effectif, les moyens qu'ils ont, le recrutement qu'ils ont fait, même si ça ne s'est pas passé exactement comme il fallait, De Zerbi, il a le devoir de pousser cette équipe au moins à la 2e place. Et pour l'instant, on n'est pas sur ces bases-là. On est quand même sur des matchs qui sont pas terribles du côté de l'OM. Paris FC, c'était pas bon. Le score est très flatteur. C'est un match qui s'est décanté très tardivement, notamment avec l'entrée de Nadir. Mais je trouve que dans le contenu, l'OM n'est pas suffisant pour l'instant. Moi, j'attends beaucoup plus d'un OM qui met ces moyens-là. Même Greenwood n'a pas été suffisant sur ce match-là. Alors oui, tu prends un carton rouge à la 30e minute, mais quand même, je trouve que c'est très largement insuffisant du côté de l'OM et qu'il y a des lacunes défensives dingues. Alors on verra l'intégration des recrues, parce que là quand même il y a eu du renforcement sur ces dernières heures, au moment où je vous parle. Il va falloir faire mieux. Real Madrid, c'est dans 2 semaines. Il va falloir faire mieux. Donc évidemment, en tant que Lyonnais, je suis très content. J'essaye d'avoir un minimum d'objectivité sur l'OM et je pense que les supporters marseillais qui me regardent ne peuvent pas se satisfaire de ce qu'ils ont droit depuis le début de la saison avec leur club. Voilà, au soir du 21 septembre, De Zerbi peut être remercié par Longoria. Oui, peut-être, ouais. Peut-être parce que c'est pas un bon début de saison pour l'OM, simplement. Mettez du respect sur la qualité de pressing de Rassoul Ndiaye. On en mettra après quand on parlera du match en question. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de Marseille, je n'ai pas trop d'autres choses à dire sur l'OM avant de passer à l'OL. Par contre, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'OL. C'est un match qu'on a gagné, super, mais c'est un match qu'on n'a pas gagné de la bonne façon. Il y a des excuses qu'on peut trouver dans le mercato et dans les faiblesses de cet effectif. Effectivement, aller disputer un match contre l'OM avec Tolisso et Karabek en pointe, ça va être compliqué la saison si c'est sur ces bases-là. Maintenant, il y a quand même une proposition qui est très insuffisante de manière générale. Il y a un manque de cohérence dans ce qui est fait offensivement, une quantité de centres absurde, on ne sait pas pour qui. Heureusement que la défense a tenu. Il faut féliciter notamment Moussa Niakhaté qui a été excellent et que j'ai mis dans mon équipe type de la semaine parce que il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de passes où je me suis dit le Moussa Niakhaté de la saison dernière, il les prend celle-là, il les prend dans le dos. Donc défensivement, ça a été bon principalement sur le plan individuel. Je trouve que collectivement, on n'a pas forcément bien défendu. On a encore un Tyler Morton qui est monstrueux. Alors Tyler Morton, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur Tyler Morton la semaine dernière. Mais alors, quand même, il y a quelque chose, Morton. Quand même quelque chose de très costaud. Abner, belle surprise, effectivement. Abner, j'ai l'impression qu'il a pris de Tagliafico dans sa capacité à se projeter. Maintenant, défensivement, c'est moyen, mais c'est un très bon début de saison d'Abner. Il y a eu cette passe quasi décisive pour Fofana sur le but de Mikotadze.
sur les derniers matchs. Là, on a encore eu un Abner qui apporte offensivement, qui a quasiment joué neuf à des moments, hein, voilà, comme pouvait le faire Tagliafico. Niakate, patron, oui, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que Niakate, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur que j'ai beaucoup envie d'aimer. Maintenant, il y a des choses que je comprends pas dans cette équipe. Quand on a un coup franc à 20 mètres du but, et que Clinton Mata le tire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce soit Clinton Mata qui tire les coups francs dangereux? Mais qui a décidé de ça? Les corners. Vous avez vu les corners de l'OL? C'est hilarant. Enfin, je suis désolé, c'est absolument hilarant. Tous les mecs sont en dehors de la surface et on dirait un troupeau de bisons là qui traverse la savane. Un coup c'est sur le côté, un coup c'est devant. Qui décide de ça? Puis alors à chaque fois qu'il y a un corner de l'OL, alors on a des belles petites combinaisons, les mecs qui sortent à droite à gauche, là on a l'impression de jouer à chat perché, et ça donne des contre-attaques derrière. Ouah, et les corners, on avait arrêté pendant pratiquement 1 an de s'arracher les cheveux sur les corners. Mais alors là, je pense que je sortirai un clip où je vous mettrai les screens des corners, des placements sur corner. Je vais aller les chercher demain matin. C'est très franchement hilarant. Très très franchement hilarant. Arrêtons d'être aigris, au moins on essaye quelque chose sur les corners. Bah, ce que je propose, c'est que du coup, pour le prochain match, on mette tous les joueurs dans le but. C'est vraiment, on dirait Ted Lasso, quoi. On dirait Ted Lasso. Bon, voilà. Pour parler du mercato de l'OL, on sait maintenant qu'il n'y aura pas d'ailier droit et qu'il n'y aura pas d'avant-centre. L'OL s'est renforcé avec Martin Satriano pour compenser le départ de Georges Mikotadze. Donc Martin Satriano, dont le top en carrière, c'est 4 buts sous le maillot du Stade brestois en une saison, en 33 matchs. Même avant ça, il y a des interrogations. C'est-à-dire que tu fais 2 recrues offensives qui sont Pavel Schulz et Afonso Moreira, et tu préfères quand même, jusqu'à assez tard dans le match, jouer avec Abner milieu gauche. Bon, du coup, à quoi ça servait de recruter Schulz 7,5 millions et Afonso Moreira 2,5 millions si c'est pour faire jouer Abner milieu gauche? Surtout quand Afonso Moreira est rentré, il n'a pas été si mauvais que ça. Donc déjà, avant même qu'on sache qu'il n'y aura pas d'ailier droit, il y a déjà des questions à se poser sur Pavel Schulz, qui est certes le buteur et qui a un profil un peu particulier, mais j'ose imaginer que Fonseca est à l'origine du recrutement de Pavel Schulz d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas découvert en arrivant qu'il était nul. C'est quand même bizarre de devoir se contenter de Karabek en 9. Karabek qui est une recrue de dernière minute qui était là pour être doublure et qui se retrouve propulsé numéro 9, en tout cas seul joueur offensif de la compo une fois que Fofana est sorti. On n'a pas noté, mais Fofana est sorti sur blessure. On ne sait pas la nature de la blessure. On n'a pas eu trop de nouvelles pour l'instant. On est quand même ultra Fofana dépendant dans cette équipe. Si jamais Fofana se blesse, bon courage à nous. Je vous rappelle quand même, à toutes fins utiles, que cet été, l'Olympique lyonnais a perdu Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze, Ryan Cherki. Ça fait 3 titulaires quand même sur le front de l'attaque. Nuama sur les croisés, et j'en oublie un. Ça fait beaucoup quand même. On va pas compter Lucas Perry et Thiago Almada, effectivement. Vous avez quand même Thiago Almada, Alexandre Lacazette, Ryan Cherki et Georges Mikotadze qui sont partis, qui ont été remplacés par Pavel Schulz, Adam Karabek, Martin Satriano. Ah, bon courage à nous. Hein. Bon courage à nous. Donc tant mieux, l'OL est à 9 points sur 9. Il faut mettre un peu de respect sur ça parce que le match contre l'OM, c'est une victoire méritée. Le match contre Metz, c'est une victoire méritée. Le match contre Lens, c'est une victoire à l'arraché qui aurait mérité nul pour Lens, mais que tu l'as pas volé non plus. Donc ces 9 points, ils sortent pas de nulle part. Maintenant, il va falloir bâtir cette équipe sur une absence de 9 fiables. Et je connais très peu d'équipes qui sont capables de faire des grandes saisons sans un 9 devant qui est capable de planter 10-15 buts. Or, aujourd'hui, les joueurs offensifs de l'OL, il n'y en a aucun qui est capable de mettre plus de 10 buts sur une saison, à part peut-être Malik Fofana. Donc c'est mon inquiétude principale. Tout ça en ayant au moins une dizaine de matchs de Coupe d'Europe. On va quand même imaginer que l'OL fait dans le top 24 de l'Europa League. Ça va être long. Tu dois faire 45, voire peut-être 50 matchs avec la Coupe de France sans numéro 9. L'OL a annoncé, plus ou moins annoncé qu'il n'y aurait pas de numéro 9, c'est sûr. Donc on va s'appuyer sur Molébé, on va s'appuyer sur Alejandro, qui sont des enfants qui ont très très peu de temps de jeu. Attention, quand même. Donc Satriano 20 buts cette saison. C'est tout le mal que je lui souhaite, mais factuellement, Martin Satriano est un joueur moyen plus au mieux, qui a 24 ans,
Peut-être qu'on peut le ressusciter, peut-être qu'on peut lui faire atteindre son potentiel comme on l'a fait avec Mariano Diaz, hein, c'est pas impossible, mais aujourd'hui il n'apporte aucune garantie. Karabekh non plus, Pavel Schulz non plus, puisqu'ils viennent tous les deux d'un championnat un petit peu obscur, hein, le haut niveau c'est différent. Il y a des gros points d'interrogation sur la capacité offensive de cette équipe. Donc voilà, on verra bien. Le prochain match, c'est contre Rennes. Rennes qui est une équipe qui tourne pas très bien en ce moment, mais qui théoriquement est quand même plus armée que l'OL en termes d'effectifs et en termes de finances. Donc ce sera un nouveau test contre un potentiel concurrent au top 6. C'est peut-être bien de les prendre maintenant, Rennes. Hein. C'est peut-être bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? L'entrée de Schulz est quand même pas bonne jusqu'au but. Et je voulais quand même noter, et c'est peut-être ce qui me rassure sur cette équipe, je trouve qu'il y a un état d'esprit dans cette équipe qui est quand même solide. On sent un vestiaire qui est soudé, et ça s'est vu, même si c'est des choses qui sont anodines, ça s'est vu sur la célébration du but, où Pavel Schulz est allé communier avec le public, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une communion comme ça entre les joueurs et le public, et ça, c'est peut-être le petit supplément d'âme qui va nous compenser le fait de ne pas avoir de neuf. Donc voilà. On va compter sur le pouvoir de l'amitié et dire que l'Olympique Lyonnais, cette année, ça va être le shonen de Martin Satriano. Et voilà, on va espérer. On a quand même des joueurs qui progressent. Ça, c'est quand même à noter. Je trouve que l'arrivée de Tyler Morton a fait beaucoup progresser Tessman. Je vous vois dans le chat, notamment Tank, qui dit que c'est devenu Gattuso. On va se calmer. Mais Tanner Tessman est devenu particulièrement bon maintenant qu'il a compris le rôle dans lequel il devait se mettre avec Morton derrière lui. Et je trouve que Tanner Tessman est très bien dans ce collectif, ce qui n'était pas forcément attendu en début de saison. Hein. Quand on a vu le match contre Étafé, on s'est dit Morton et Tessman, ça ne peut pas jouer ensemble. Et finalement, c'est la base de ce milieu de terrain. Évidemment, je vais parler de Mera pour terminer. Première titularisation de Kalice Mera, quand même lancé au feu contre l'OM. Hein. Sa première titularisation en match officiel, c'est contre l'OM. Il s'en est très bien sorti. C'est un bon match de Kalice Mera. Et on voit... C'est Oussem Aouar en fait. C'est Oussem Aouar. Je lui souhaite d'aller plus haut que Oussem Aouar, mais il y a une gestuelle chez Kalice Mera, il y a une intelligence dans le jeu et il y a un toucher de balle. Il a une marge de progression qui est folle parce qu'il est encore très frêle, mais il y a quelque chose chez ce gamin. Et je pense qu'un Kalice Mera qui arrive à se retourner face au jeu avec Malik Fofana à gauche et peut-être Afonso Moreira à droite qui court, c'est vraiment dommage de ne pas avoir de neuf sur lequel s'appuyer. Moi, à titre personnel, j'aurais bien pris Sinayoko de Auxerre, mais c'était trop cher. C'est ce qui va manquer à cet effectif. Et c'est ce qui va manquer, je pense, à Kalice Mera, qui m'a l'air tout désigné à un moment donné pour prendre les clés du jeu. Voilà, il a un peu plus de vitesse qu'Oussem. Oui, il a un peu plus de vitesse qu'Oussem. Mais Oussem, sur ses premières saisons, sur ses premiers matchs, il avait de l'explosivité, de la vivacité. C'est après qu'il s'est un peu épaissi, on va dire. Mera, il a la conduite de balle, s'il gagne un peu en vista, ça peut faire très mal. Ouais, moi j'y crois en tout cas. Piano, hein, premier match officiel pour Kalice Mera, c'est déjà énorme. Donc on va voir. Laissez-lui le temps de s'imposer. Mais c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un joueur dans ce profil-là. On l'attend depuis longtemps, hein. Ce profil de milieu 8 un peu créatif, parce que le poste de Mera à la base, c'est pas 10, c'est plutôt 8. C'est plutôt meneur de jeu hors trait. Comme l'a été Aouar au moment où il s'est vraiment pleinement épanoui à l'OL. Il a commencé sur l'aile, il a commencé en 10 et ensuite il est redescendu. Et c'est quand il est redescendu, Oussem Aouar, qu'il a exprimé le plein potentiel qu'il a pu avoir avant de tomber un peu aux oubliettes. Kalice Mera, lui, c'est un peu l'inverse. Il a d'abord été placé en 10, mais je pense que son vrai poste, c'est 8. Maintenant, si Tanner Tessman et Morton sont là, il n'y a pas besoin. Donc à voir. Je ne sais pas comment on marie ce niveau-là, ce milieu-là. Mais je pense qu'une base de carré au milieu, avec Tyler Morton et Tanner Tessman en pointe un peu basse de ce carré, et Tolisso et Mera avec un joueur qui est meneur de jeu, qui se faufile, et un Tolisso qui va aller chercher la profondeur, me semble être une bonne base pour la suite. Il manquera toujours ce numéro 9 là-dedans. Ça fait du bien d'avoir des bons milieux, oui, clairement. Mais Tyler Morton a transformé ce truc-là. Tyler Morton, on est quand même sur 2 matchs d'affilée d'une classe absolument folle. Il y a une vision du jeu, il y a un impact, il y a un toucher de balle, il y a une sérénité surtout chez Tyler Morton qui me rappelle un peu Matic. Et je trouve qu'on a très vite oublié Matic parce qu'on a un Tyler Morton qui s'est imposé directement. Et c'est chouette d'avoir des recrues, surtout des recrues étrangères, des Anglais en plus, souvent ça met un peu de temps, qui s'imposent aussi vite. Donc pourvu que ça dure de ce côté-là. Voilà. Dans mes tops, j'ai mis Morton, Niakate et Descamps, parce que pour moi, c'est eux qui portent le match. Descamps qui a été très bon aussi. Alors attention à pas trop en faire sur Descamps. Il fait son taf, il fait bien son taf. C'est déjà très bien pour un numéro 2. Je pense que petit à petit, il va céder sa place à Greif, parce qu'il va falloir valoriser Greif. Mais Descamps fait un excellent intérim. Et je suis très content d'avoir Descamps en numéro 2, que j'attendais pas à ce niveau-là. Niakate, patron. Vraiment patron de la défense.
très très fiable, très très bon à la relance. Ça fait 2 matchs de suite où il est vraiment très bon, Niakate. J'ai été très critique de Niakate et je pense pas avoir été injuste dans ma critique de Niakate. S'il peut rester à ce niveau-là toute la saison, c'est parfait. Et Morton, on vient d'en parler. Du côté des flops, j'ai mis la rentrée de Schultz que j'ai pas trouvé bon sur son entrée en jeu. Côté lyonnais, j'ai pas mis trop d'autres flops en réalité. Côté marseillais, bah, évidemment Egan Riley qui pourrit le match de l'OM avec cette faute qui est évitable. Et Balerdi qui est calamiteux du début à la fin. Greenwood a été transparent aussi. Et c'est à peu près tout. J'ai pas trouvé Wea dans son assiette, mais c'est pas son poste, donc ça me choque pas non plus. Voilà. Descamps fait une belle saucisse en début de match avec la relance dans l'axe. Oui, il est bon sur sa ligne, Descamps. Mais les sorties aériennes sont pas terribles et le jeu au pied est pas terrible. C'est bien, il aura rendu service. Maintenant, il faut passer à Greif et donner sa chance à Greif. Voilà. Top OM, franchement, pas grand-chose. Hein. Malheureusement, sur ce match-là, j'ai... Peut-être Højbjerg, que j'ai trouvé un peu moins yaourt nature que d'habitude. Et d'ailleurs, il y a eu un gros coup de chaud sur la fin du match où la frappe, si on prend cette clim-là, je sais pas où je me fous. Rouli, évidemment, dans les satisfactions, parce qu'il tient le match pendant pas mal de temps, il fait pas mal d'arrêts. Et oui, et l'entrée de Cornelius. Or, Cornelius qui rentre quand même dans un contexte pas facile, il était vendu depuis, qui fait une très très bonne entrée de patron, pour le coup, qu'on n'attendait pas forcément de Derek Cornelius. Traoré aussi, que j'ai trouvé pas mal, ouais. Ahmed Traoré, bon recrutement quand même. Hein. Je trouve que c'est un profil de joueur qu'il leur faut. Maintenant, je sais pas comment ils vont marier toutes leurs recrues parce qu'il y a quand même Peshao qu'on attend. Comment tu mets Traoré, Aubameyang, Guiri. Bon, après, tu as la Ligue des Champions, vraiment, tu dois tourner. Mais c'est vrai que c'est difficile de lire un peu l'équipe type de Marseille. On avait une idée à peu près cohérente. Là, ils ont recruté Matt O'Reilly, ils ont recruté Naïf Aguerd, si je dis pas de bêtises. Il y en a un autre aussi. Ils en ont foutu un peu partout sur la fin du mercato. Hein. Je sais pas, on va voir. Je demande à voir. Voilà. Je suis très curieux de voir le retour de trêve de l'OM qui va se retrouver avec un match contre le Real Madrid très très tôt. On va voir. Pavard. Pavard, c'est officiel? Pavard, c'est officiel. Peshao, l'adaptation en Ligue 1 avec la pression des 35 millions, ça va être chaud. Ouais. Real puis PSG, ça peut faire très très mal le retour de trêve pour l'OM. Il va y avoir déjà chaud, hein. Officiel pour Pavard, d'accord, parce que ça fait 2 heures que je suis en live, donc j'ai pas suivi la fin de mercato. Bon, bah, défensivement, ils sont quand même armés. Fofana blessé 15 jours. Bon, bah, c'est l'essentiel. Voilà. Il sera de retour. Il jouera peut-être pas le prochain match. C'est-à-dire qu'il jouera peut-être pas contre Rennes. Strasbourg aussi. Strasbourg, ouais, bon. Non, Marseille, attention. Hein. Marseille, ça peut très vite mal tourner. Parce que je trouve que l'assise défensive est pas suffisante et il va falloir une intégration des recrues. Attention, monsieur De Zerbi, là. T'as parlé de l'entrée de Tagliafico. Non, parce qu'elle m'a pas marqué outre mesure, l'entrée de Tagliafico. Voilà. J'ai pas été soufflé. Contre Rennes, l'absence de Camara fait du bien. On verra. On verra. Rennes, bah, vous savez déjà qu'on va prendre un but d'Esteban Le Paul, de toute façon. C'est écrit, c'est comme ça. C'est marqué. On va prendre un but d'Esteban Le Paul. Donc il y a déjà 0-1 pour Rennes, donc il faudra au moins en mettre 2. De Zerbi, il y a un monde où il passe pas septembre. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il y a un monde où il passe pas septembre. Parce qu'il est tendu, le garçon, quand même. Højbjerg, si suspendu ou blessé, le milieu est vraiment pas ouf. La perte de Rabiot fait mal, quand même. Hein. Je pense que la perte de Rabiot... On avait déjà parlé de ce milieu de terrain de l'OM qui est assez léger. Et Højbjerg, moi, je suis pas hyper convaincu par le profil du joueur, même s'il n'a pas été mauvais contre Lyon. À voir. Choper tous les gros peut sauver de Zerbi. Tu le lâches pas parce qu'il perd contre Real, PSG ou Strasbourg. Je pense que si. Je pense que si tu perds contre le PSG, on t'en voudra pas. Si tu perds contre le Real, on t'en voudra pas. Par contre, si derrière tu ne gagnes pas contre Strasbourg, tu penses que ça peut chauffer très fort. Parce que tu peux te retrouver avec un Marseille qui est 15 ou 16e de Ligue 1, hein, assez rapidement. Donc attention. Hein. De Serbie, s'il passe pas septembre, c'est parce qu'il gagne sur un Farkus. J'ai trouvé l'équipe de l'OM dans son ensemble tendue hier. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je les trouve pas sereins. Donc attention à l'enchaînement de rentrée là. Vraiment attention. Hein. Curieux de voir l'OM quand ils auront les 2 matchs par semaine. Ouais. Perdre Rabiot plus Rongier. Moi, j'avais dit que vendre Rongier, j'étais pas sûr que c'était l'idée du siècle. Parce que c'est un bon joueur, Rongier. Et je trouve qu'il a toujours été plutôt bon à l'OM en plus. Il a jamais été flamboyant, mais il a toujours été un bon liant. Et tu l'as remplacé par Angel Gomez, qui a pas l'air d'être non plus flamboyant depuis qu'il est arrivé à l'OM. Attention quand même au début de saison de l'OM. On sait comment est ce club, qu'il est son meilleur allié pour se saborder. Donc attention, hein, ça peut commencer à chauffer très très vite.
Voilà, Strasbourg vend Bakwa à Nottingham Forest. Ça, c'est une connerie, ça. Ça, je pense que c'est une connerie. Mais on en parlera après quand on parlera du match de Strasbourg. Parce que Dylan Bakwa contre Monaco. Si Monaco ne met pas le troisième, ils peuvent lui dire merci pour le punto. Hein. Tendu et perturbé par l'histoire de Castagne. Ouais, visiblement, ouais. Et moi, il y a un autre truc qui me choque à l'OM. Et ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dites-le moi sur YouTube a posteriori. Le nombre d'infos mercato qui sortent pour l'OM. T'as l'impression que dès qu'un mec de l'OM parle à un joueur, ça sort. C'est chez Santi Aouna, c'est chez Fabrice Hawkins, chez tout le monde. On a eu tous les noms de l'OM. Tous. On a eu 50 noms. À l'inverse de l'OL où on ne sait pas ce qui se passe. Spoiler, rien. Marseille, il y a eu 50 noms qui sont sortis qu'ils n'ont pas fait. Ils devaient faire Ordonez, ils n'ont pas fait Ordonez. Ils devaient faire Gertruida, ils se sont fait doubler par Sunderland. On a eu je ne sais pas combien de noms qui sont sortis. J'ai l'impression que ça parle énormément dans tout l'entourage de l'OM. Et Caliente, mes couilles, Ding Ding Caliente, là, c'est infernal cet écosystème-là. Je pense que les Marseillais, ils doivent péter un plomb, les supporters marseillais. C'est infernal. Ça parle trop, quoi. Et je pense que ça leur fait du mal sur le mercato, ça. Ceballos aussi, oui, on a eu Ceballos. Hein. Eden Zegrova est un joueur de Juventus, ça on savait. Peshao c'est fait. Vermaelen c'est sorti nulle part. Ouais, il y a eu Zegrova. Non mais il y a eu une quantité de noms absurdes, quoi. Et je pense que tu peux pas bosser sereinement à l'OM parce que ça parle trop. Et je sais pas ce que les supporters de Marseille en pensent, mais je pense que ça participe aussi du contexte qui est pas forcément très serein à l'OM d'avoir autant de fourmis qui grouillent autour de cet actu club, quoi. Donc je trouve aujourd'hui que l'environnement club autour de l'OM est pas hyper sain. Il y a beaucoup de fuites. Rabiot, Rose est quand même sorti à une vitesse folle dans les médias. On savait 2 minutes après. Véronique Rabiot est plus dans l'équation, mais il y a un contexte qui est pas simple. Hein. Il a jamais été simple à l'OM, mais là vous rajoutez les fuites, vous rajoutez les bagarres, les sorties de fuites, de bagarres, de rumeurs mercato partout. C'est dur de travailler sereinement à l'OM. Hein. Très très dur. Peut-être que Ziyech va venir. Ça a toujours été comme ça à Marseille. Je trouve que c'est un cran au-dessus de cette année, à Marseille. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que je souhaite de tout cœur que Marseille se redresse parce que ils sont derrière nous. Et j'ai franchement pas bon espoir qu'ils restent derrière nous éternellement. Mais je trouve le contexte particulièrement laborieux, quoi. Voilà. On va passer, parce que tout est dit hein, sur ce match-là, on va passer au prochain match. Hop là, on fait la roulette des matchs. On va reprendre par le début et on va parler de Lens et de Brest. C'est un match que j'ai bien aimé. C'est vraiment un match que j'ai bien aimé. Très 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 bon match de Lens. Très 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 bon match de Lens qui a dominé du début à la fin. Je suis inquiet pour Brest. Je ne vais pas vous mentir. Je suis un peu inquiet pour Brest, qui a été déjà insuffisant en première période et qui s'est fait bouffer la gueule pendant tout le match. Vous avez déjà une énorme occasion dès la 3e minute. Vous avez que des occasions pour Lens de manière générale. Heureux pour Stonewise. Ouais. Très content pour Pierre Sage parce que c'est un vrai bon match de Lens. Déjà contre l'OL, c'était un bon match de Lens qui avait été pas concrétisé. Mais alors là, Brest se fout le match en l'air tout seul avec l'exclusion de Maieski, qui pourtant faisait un bon match jusqu'ici en plus. Mais ils ouvrent le score contre le cours du jeu. Mavaldé, 23e minute. D'ailleurs, c'est dans la foulée d'une grosse occasion pour Lens, avec un Ryan Fofana qui a un peu bouffé la feuille, hein, on va pas se mentir. Je crois que je vous ai fait les stats. Je vous ai pas fait les stats de tous les matchs, mais quitte à ce que je me sois fait chier, autant que je vous les montre. Les stats de ce match, pour que vous voyez hein, quand même. Hein. 3,99 XG. Hein. Quand même. Ils se sont fait défoncer, Brest. Ils se sont fait marcher dessus. 30 tirs. Ça a été une boucherie. Hein. Voilà. Ils méritent très amplement leur victoire. Brest lance sur ce match-là. C'était vraiment du très très bon Sage Ball. Le rouge a aidé. Oui, le rouge a aidé parce qu'à partir du moment où il y a eu le rouge, ils se sont complètement écroulés du côté de Brest. Mais j'ai été très déçu parce que autant Brest contre Lille avait fait un vrai bon match, autant là c'est un match vraiment dégueulasse de la part de Brest. Brest qui s'est renforcé hein, sur la compo. On avait Chotard qui était titulaire. Là, ils ont pris Lucas Touzard pour remplacer Pierre Lesmelou. Attention, il faut se mouiller la nuque. On a Dina Bimbe aussi qui est arrivé. Donc, ils ont réussi, comme l'an dernier, à faire pas mal de recrues sur les dernières journées du mercato. Mais défensivement, c'est faible. Et sans Lesmelou, c'est quand même le métronome de cette équipe. Je suis un petit peu inquiet. Là, on avait Chardonnay qui était blessé. On a Camara qui est parti. On a Lesmelou qui est parti.
On a tous les remplaçants qui sont partis. C'est très faible derrière, notamment la charnière centrale. Compliqué, hein. Compliqué. Donc 3 buts, un but d'Autovin sur penalty, un but de Guy Lavogui en sortie de banc, que j'attendais pas forcément. Bon, après, c'est un but un peu de raccro. Et un beau but de Thomasson pour terminer, avec un très très beau décalage de Bermond. Alors, je connaissais pas Bermond. Je vais pas vous inventer des cracks. Bermond, il y a quelque chose, hein. Vraiment, ce mec-là, il arrive d'Annecy pour 600 000 balles. Il y a un toucher de balle intéressant, hein. Vraiment, ils peuvent, si ce mec-là continue à ce niveau-là, ils peuvent se rester sereins pour la suite de Thauvin, hein. Bermond, vraiment pas le nom le plus... Il a un nom de Regen FM, hein. Mais Bermond, il y a quelque chose, hein. Il était en prêt à Annecy. J'ai vu 600K, j'ai halluciné, non? Il était prêté à Annecy, juste? Parce que j'ai dû voir la valeur marchande. En tout cas, il m'a surpris sur son entrée en jeu. C'est lui qui crée le dernier but avec un très très beau décalage côté droit. Lens, alors là, en plus, ils viennent de signer Hudson Edouard, donc ils viennent de colmater la brèche qu'ils avaient au poste de numéro 9. Il y a une base intéressante, hein. Ils ont remplacé Diouf par Sangaré, qui a été énorme. 8 millions, hein, Sangaré. Il vient du Rapid Vienne, il faut aller le chercher quand même, hein. Derrière, j'ai encore adoré le match de Mathieu Hudol. Alors vous allez dire que je suis un fan de Mathieu Hudol. Je trouve Mathieu Hudol brillant. Il a commencé en défense centrale axe gauche. Il a remplacé Daver Machado quand il s'est blessé, parce que Daver Machado est sorti blessé. Mathieu Hudol, je suis content qu'il arrive à maturité avec toutes ses blessures. Mais ouais, Saoud, c'est intéressant. Tout était très intéressant du côté de Lens sur ce match-là. Même Ryan Fofana, qui a beaucoup gâché, j'ai trouvé très intéressant dans le jeu, très disponible. Vraiment un match plaisant de la part de Lens, qui a développé du très très bon football. Je suis effectivement comme toi, Tatouf, très content d'avoir joué Lens en journée 1. Parce que c'est une équipe qui monte en puissance et qui là a déroulé vraiment. Ils auraient pu gagner 4-1 sans trop forcer, même 4-0, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, du côté de Brest, la cata défensivement. Et alors Maieski, vous avez peut-être vu la séquence de Unai Emery, à qui on demande pourquoi Emiliano Martinez joue pas et qui répond 4 fois d'affilée Marco Bizot. Je pense que la perte au change entre Marco Bizot et Maieski est terrible. Il n'y a jamais rouge en vrai. Alors, on peut parler de ça, mais pour moi, il y a rouge. Il y a rouge parce qu'il y a anéantissement d'une action de but et parce qu'il y a geste dangereux surtout. La sortie, c'est une sortie Anthony Lopesque, hein, et elle est débile en plus. Parce qu'effectivement, vous avez les Brestois qui disent oui, mais on est derrière, donc il n'y a peut-être pas action de but. Mais en vrai, le geste est dangereux. Et à partir du moment où le geste est dangereux, ça légitime un rouge. Donc effectivement, si c'est Lopez qui fait la sortie, vous criez tous au carton rouge. Sortie de Maieski est complètement conne. Et je ne serais pas surpris d'ailleurs que Maieski ne revoie plus les buts en tant que titulaire, puisque Couder, qui l'a remplacé, a fait un très très bonne mi-temps, enfin une très bonne demi-heure. Donc je ne vois pas la plus-value de Maieski par rapport à Couder. Et Couder, au moins, il appartient à Brest. Maintenant, je suis un petit peu inquiet pour Brest. Je ne vais pas vous mentir, c'est une équipe que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé l'an dernier et l'année passée. Là, il y a un truc qui tourne plus trop. Ça peut vite partir en cacahuète, hein, Brest cette saison. Bravo à Jean-Louis Leca pour le recrutement à Lens. Ouais, franchement, bravo. C'est une équipe qui bosse très bien, Lens, sur tous les plans, hein. Pierre Sage, fallait le tenter quand même, hein. Fallait tenter Pierre Sage. Alors on verra, hein, ça se trouve, ça va se casser la gueule en cours de saison. Mais c'est une équipe qui a une gueule quand même, hein. Risser, c'est un choix risqué. Jeune gardien, pas beaucoup d'expérience, qui vient remplacer quand même une valeur sûre. Derrière, vous avez Hudol, que tu vas chercher à 27 ans, après s'être fait je sais pas combien de fois les croisés, et que tu replaces dans l'axe gauche, et qui est excellent. Au milieu de terrain, tu perds Andy Diouf, qui est quand même un gros milieu. Tu vas chercher Sangaré, qui a l'air d'être un buffle. Et devant, tu vas chercher Hudson Edouard, qui a tout l'air d'être une bonne idée, plus Florian Thauvin, plus Saoul Abdoulhamid, je sais pas d'où ça sort, mais pas mal. Pas mal quand même, ça bosse bien, Lens. Donc on va voir jusqu'où ça va. Mais maintenant qu'ils ont colmaté cette brèche en numéro 9, je suis très curieux. Je suis très curieux. Et Abdallah Sima, oui, j'avais pas cité, mais effectivement, Abdallah Sima. Ils ont colmaté leur brèche, ça a bien bossé du côté de Lens. Donc voilà. Match intéressant. Je suis curieux de voir la suite pour Lens. Je trouve que voilà, ils sont bien renforcés. Enfin, en tout cas, ils ont bien compensé ce qui s'est passé cet été avec les départs qu'ils ont pu avoir. C'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. C'était un super match, hein. On peut reprocher des choses à Brest, mais à chaque fois qu'on voit Brest jouer, c'est des beaux matchs. Voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match entre Lens et Brest.
alors que pourtant sur le papier c'est pas l'affiche avec les 2 clubs les plus monstrueux de Ligue 1. C'était intéressant. Il y a le jeune Fofana. Ouais, Ryan Fofana est bon. Il manque encore un peu de finesse, il rate beaucoup d'occasions quand même sur ce match-là, mais il s'en crée énormément. Ryan Fofana, c'est la théorie du ketchup, comme d'hab. Ryan Fofana, quand il va commencer à empiler les buts, il va les empiler pour de vrai. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant chez Ryan Fofana. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de plaisir autant. Bah, l'avantage de Pierre Sage, c'est que c'est du beau foot. Maintenant, Pierre Sage, il a des défauts, c'est qu'en transition, tu prends parfois un peu l'eau. Et vous verrez peut-être sur les gros matchs, peut-être qu'il aura moins de mal sur les gros matchs. Mais Pierre Sage a des principes de jeu intéressants. C'est plaisant à voir du Pierre Sage. Et bon, bah, tous les Lyonnais, dans leur intégralité, ne souhaitent qu'à Pierre Sage que du bien. Donc, avec un Edouard devant, lui, il sera encore meilleur en sortie de banc. Ouais. Hudson Edouard m'a l'air d'être une bonne idée du côté de Lens. Donc, je trouve l'effectif intéressant. Brest, on verra. Il y a eu des recrues qui compensent pas les départs. Hein. Maïeski pour Bizot, c'est pas bon. T'as perdu Koulibaly, tu l'as remplacé par Junior Diaz, c'est pas si mal, mais tu perds en qualité. Pierre Lesmelou, Katouzar, c'est dur quand même. Madi Camara pour Joris Chotard. Joris Chotard est un bon joueur, mais c'est dur aussi. T'as gardé ton trio offensif. On va voir. On a parlé de Zerbi juste avant. Ça n'existe pas le terme sortie de banc dans le football. Mais si, ça existe le terme sortie de banc. Si on décide, ça existe. Voilà pour le match entre Lens et Brest. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec le match le plus rigolo de ce week-end. Et le match le plus rigolo de ce week-end, c'est celui-là. J'ai dû modifier mon template de stats quand même, pour pouvoir mettre le nombre de buteurs. Ça, c'était un match bien débile. Hein. Et c'était un match bien débile pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est qu'en fait, la première mi-temps, elle est toute pourrie. Il se passe rien en première mi-temps. Mais vraiment, c'est une première mi-temps pourrie. Il y a très peu d'occasions. À part une énorme saucisse de Bangarou Camara qui renvoie directement sur Mathias Fernandez-Pardo. Ça, c'est rigolo, ça. Ce match-là, il est rigolo. Pourquoi il est rigolo? Déjà, au départ, vous avez une compo de Lille. Vous n'avez pas Giroud. Vous n'avez pas Muko. Et vous avez une équipe type, mais qui, sur le papier, elle n'est pas non plus monstrueuse, cette équipe. C'est que des bons petits joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, première mi-temps, on s'emmerde. Première mi-temps, il ne se passe pas grand-chose. Et là, retour de deuxième mi-temps, vous avez 1 minute et vous avez Correa qui lance côté gauche, qui file l'apéro, 1-0. Et vous savez quoi? Ça ne se débloque pas à ce moment-là, en fait. À ce moment-là, c'est encore assez équilibré. Vous avez le deuxième but qui arrive rapidement après avec Mathias Fernandez-Pardo qui profite d'une erreur de la défense pour aller mettre le 2-0. Vous avez la réduction du score de de Tozin qui reprend justement une frappe de Soumano. Et puis on se fait un peu chier en vrai. On s'emmerde un petit peu. Et après, c'est la boucherie. C'est la boucherie. Vous avez une erreur défensive. Vous avez Igaman qui rentre et qui décide d'être R9 Prime. Vous avez Haraldsson qui fait un 1-2-3-4 avec Perrault. Et Lille met tout. Lille a tout mis. Fernandez-Pardo, ça court partout. Igaman, c'est tut, c'est pas sorcier le bulldozer. Vous avez même Sarawi, à un moment donné, je pense qu'il était jaloux. Il a dit je la donne à personne, je la marque tout seul. Et ça fait 7. Mais quand vous regardez les stats, c'est hyper réaliste de la part du LOSC. Et c'est vraiment le point principal, moi, que je voudrais mettre en avant. C'est que le LOSC est une équipe d'un réalisme froid, quoi. Contre Lille, contre Monaco, pardon, ils ont été meilleurs contre Monaco. Ils méritent de gagner, il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Mais contre Brest, quand ils font 3-3, le score normal, c'est 4-2 pour Brest. Ils marquent toutes les occasions qu'ils ont. Hein. Là, c'est pareil. Ils n'ont pas énormément... Enfin, ils ont beaucoup d'occasions, quand même, Lille, sur ce match. Mais ils en mettent 7. Ils mettent tout. Il y a 2-1 à la 75e, et après, ils ont 5 occasions, ils mettent les 5 buts. Donc c'est vraiment une équipe d'un réalisme fou. Pourquoi? Parce qu'ils ont des tueurs devant. Giroud, on a vu que c'était toujours le Giroud tueur des bonnes années. Fernandez-Pardo, c'est hyper fort. Correa, il y a quand même un petit côté caviar intéressant. Haraldsson, il est enfin en train d'arriver à niveau où il faut. Le seul joueur vraiment pas dedans, c'était Bronholm. Bronholm qui a un peu du mal en ce début de saison, je trouve. C'est moyen. Mais sinon, pour une équipe, Lille, qui a perdu Chevalier, Bafodé Diakité, Gudmundsson, Angel Gomez et Jonathan David, c'est-à-dire que 5 joueurs clés quand même. Hein. Gudmundsson peut-être un peu moins, mais on va dire 4 joueurs clés et demi. Ça bosse bien. Hein.
Tu perds Bafodé Diakité, tu le remplaces par Ngoy. Tu perds Jonathan David, tu propulses Giroud plus Mathias Fernandez-Pardo, et en plus tu vas prendre Igaman. Moi je vais pas vous mentir, Igaman je connaissais pas. Hein. J'en avais entendu parler, oui, bon, il est bon aux Rangers, on connaît, un championnat écossais et compagnie. 12 millions pour ce mec. 12 millions, le mec il a tout. Le toucher de balle, les prises de balle, le physique, c'est un buffle, il sait donner des passes, il sait tout faire. On verra hein, si c'est un one hit wonder ou quoi que ce soit, mais wow, Marcus Bronholm, oui c'est une bonne vanne, effectivement, il sera peut-être meilleur quand la pelouse soit pourrie, voilà, on l'a déjà faite celle-là. Mais le LOSC a 2 fois plus de buts marqués d'XG dans cette rencontre, c'est full potentiel offensif. Mais je crois que c'était pareil contre Brest. Hein. Je crois que Brest, il y a 3-3, mais ils doivent avoir 1,5 XG, quelque chose comme ça. Et c'est pas nouveau, hein, c'était déjà le cas l'an dernier, c'est une équipe ultra réaliste. Alors, on appelle ça la chatte à Genesio, mais c'est pas que de la chatte, hein, évidemment, il faut être un peu honnête. Et quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai noté sur ce match-là dans les axes à appuyer? Fernandez Pardo, c'est hyper fort. Il va péter, et quand il va péter Fernandez Pardo, ça va valoir très 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 cher. Parce que il a tout, il a la finition sur le but d'Igaman, l'enroulé qui part sur la barre, là, et c'est vraiment un geste de pur buteur quand même. Hein. La frappe, comme elle vient enroulée, là, hein, tape la barre, Igaman qui reprend de la tête. Igaman, qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'ai marqué. Et on a parlé du réalisme du LOSC. Maintenant, j'aimerais parler un peu de Lorient. Lorient, il y avait déjà une victoire en trompe-l'œil contre Rennes. Parce que Lorient, si vous vous souvenez pas, sort d'un 4-0 contre Rennes. Ils étaient à 11 contre 9 et ils n'avaient pas été bons. Ils auraient même mérité d'être menés à la pause, alors qu'ils jouaient à 2 de plus quand même. Lorient, défensivement, c'est catastrophique. Catastrophique. Et c'est pas que défensivement. Il y a un milieu de terrain qui est bon. Hein. Avom et Abergel, c'est pas mauvais. Devant, il y a un vrai problème qui est qu'il n'y a pas d'ailier dans cette équipe. Karim Derman, c'est pas bon. Tozin, c'est un 9. Pablo Pagis, c'est un 9. Bamba Dieng, il joue pas, mais c'est un 9. Il manque, dans cette équipe de Lorient, les ingrédients d'un candidat au maintien qui sont des mecs qui prennent la largeur et des mecs costauds et surtout une certaine assise défensive qu'ils n'ont pas. Vous avez un vrai bon joueur dans cette équipe sur la défense qui est Kwasi, qui est probablement le seul joueur à sauver de cette rencontre, mais c'est tout. C'est tout. Et Pantaloni, je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation à Lorient. C'est con quand même, parce qu'ils ont gagné 4-0 contre Rennes. On s'est dit, pour un candidat pour le maintien, ça fait du bien de gagner 4-0. Tu travailles ton goal average. Bon, bah 7-1. Et je voulais aussi appuyer un autre truc qui m'a rendu fou. Parce que d'ordinaire, je regarde des replays sur Ligue 1+. Pour une raison que j'ignore, il n'y avait pas Lorient-Lille en replay sur Ligue 1+. Donc je suis allé sur MyCanal et j'ai regardé le match sur MyCanal en replay de beIN Sport. Donc déjà, je ne pouvais pas mettre en x2, en x3. Il y avait Christophe Jost et Daniel Bravo. J'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai l'impression de voir Thierry Roland et Jean-Michel Larquet en pire. Ils ont passé le coucou à la famille. Ils ont dit qu'il y avait un match du Variété Club de France à la buvette de je sais pas quoi. Ils sont chez leur daronne, quoi. Ils commentent comme on commentait en 85. Et oui, d'ailleurs, il y a le tournoi de Pétaouchloc les Noix. Voilà, c'est 5 € l'entrée pour la buvette. Je passe le bonjour à Patrick. On peut pas ne pas avoir du foot à papa, là. Avoir des commentateurs un peu enjoués. Ils sont vraiment au PMU, c'est infernal, quoi. On paye pour ça, quand même. Hein. On paye pour ça. Hein. Mais clairement, on sent que la buvette, elle a bien servi au début du match. Hein. C'est bien, au moins, ils rentabilisent leur venue au moustoir. Hein. Mais j'en ai marre de José Bravo. Vivement que ce soit plus sur beIN. Et j'espère que Ligue 1+, ne fera pas l'erreur de les ramener sur Ligue 1+. Quoi. Voilà, le fameux Benjamin Meunier, effectivement. Fernando Pérez, oui, non mais enfin, ils sont bourrés, en fait. Soit ils sont bourrés, soit c'est très grave. Mais oui, le fameux Benjamin Meunier, je l'ai noté, celui-là. Ouais. Bref. Pour revenir sur ce qu'on disait la semaine dernière, quand je vous parlais du 4-0 de Lorient contre Rennes, moi, j'y crois pas à ce Lorient-là. Je crois pas spécifiquement en Pantaloni. Je pense que Pantaloni n'est pas le coach qu'il faut pour les maintenir. Et je pense qu'il n'y a pas les ingrédients dans ce Lorient, à part au milieu de terrain, pour tenir la cadence. T'en prends 7 contre Lille à domicile. Peut-être ce sera un électrochoc, hein, mais ils auraient pu en prendre plus. Hein. Ils auraient pu en prendre plus. Il y a eu d'autres occasions pour Lille. Hein. Il y a eu un petit lob de Fernandez Pardo qui n'est pas allé au fond. Il y a eu une énorme saucisse de Bangarou. Pareil, Camara, comment ils ont pu croire que ça suffirait? Visiblement, Mvogo va revenir, l'ancien gardien de Lorient qui était parti libre pour trouver un meilleur club, mais il n'a pas trouvé. Mais Bangarou Camara, c'est nul à chier, quoi. C'est catastrophique. Imagine être un ultra lorientais et rentrer chez toi après ça. Ah bah ouais, surtout qu'il pleuvait en plus. Il pleuvait sa race.
Donc, ouais, Berger, le capitaine courage, c'est pas un mauvais joueur. Avom, c'est un bon joueur. Il abat beaucoup de choses. Kwasi, c'est un bon joueur. Mais ça suffira pas. À ce rythme-là, ça suffira pas. Le match PFC Metz était ignoble. Oh, t'es dur quand même. T'es dur, hein. Mais vous êtes dur. Au moins, il y a eu du but. Hein. Maintenant, oui, techniquement, c'était pas bon. Et on va en reparler. Vous voulez qu'on torche le match PFC? Allez, venez, on torche le match le PFC. De toute façon, j'ai pas les stats. Hop là, comme ça, on sera débarrassé. Bon, PFC le Metz, ça fait partie des 2 matchs cette saison où j'ai vu que le résumé. 5 buts. Mais est-ce qu'on a grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que Metz, le PFC, il y a des bons joueurs avec Kebal. Jebels, moi j'ai trouvé ça intéressant, il tape le poteau une nouvelle fois, il va finir par mettre les buts. Le PFC se maintiendra sans trop de problèmes, je pense. Il y a quand même eu un des très beaux buts du week-end avec le retourné acrobatique de Sadibou Sané, qui ensuite a décidé de faire un attentat à la 80e, parce que pourquoi pas. Le PFC tiendra sa saison sur Kebal, sur Moses Simon et sur Jebels, parce qu'ils ont quand même 3 joueurs devant qui sont des joueurs largement de Ligue 1. Moses Simon, ça y est, la machine est lancée. Kebal, la machine, elle est lancée depuis quelques temps déjà. Et Jebels, la machine va être lancée. Ils se maintiendront sans trop de problèmes. Lesmelou est arrivé, ça tiendra sans problème. Il faut que les choses se mettent en place. J'ai des doutes sur la défense. Otavio. Et Trapp, bon, pareil, pas vraiment convaincu. Metz, ça va pas y arriver. Il n'y a pas assez de qualité dans cette équipe. Gauthier Hein pèse pas assez. Les 2 Géorgiens, c'est sympa, mais sans plus. Devant, en fait, Metz, c'est ma take. Pourquoi ça va pas se maintenir? Parce qu'ils n'ont pas le mec qui met 10 buts. Ils n'ont pas Mikotadze. Ils ont pu le Diallo. Gay, c'est pas bon du tout. Maggio, c'est pas prêt. Ils n'ont pas le mec qui met 10 buts. Ça va faire l'ascenseur. Donc, il sera pas Titu Trapp de toute façon. Bah, il n'est pas venu. Moi, je préfère l'autre. Je préfère Nkambadio. Hein. Donc, à Lyon, il y avait de belles choses côté Metz. Ouais, mais ils en prennent 3. Parce que c'est pas suffisant. Il n'y a aucun endroit sur ce terrain où c'est suffisant. Le gardien est bon. Le reste, ça va pas. Défensivement, c'est trop léger. Il n'y a pas un seul joueur de niveau Ligue 1 dans cette défense. Stambouli Traoré, c'est très très moyen. Et à la limite, le trio offensif des 2 Géorgiens et de Hein peut faire le taf, mais t'as pas l'attaquant de pointe. Diallo est revenu. Ah bah voilà, c'est une bonne nouvelle. Derrière. Mais je vois pas quand... Enfin, vraiment, si Metz se maintient cette saison, c'est un miracle. Hein, compte tenu des armes qu'ils ont. C'est vraiment un miracle. Donc... je sais pas comment ils y arrivent, en tout cas. Eux et Lorient... Surtout que vous voyez Le Havre qui s'est mis en route quand même. Ils ont fait un très bon match la semaine dernière et là ils ont été très très bons contre Nice. Si Le Havre commence à tourner, je vois pas comment Metz et Lorient on y arrive. Metz peut finir avec 0 victoire. Non. Il y a Le Havre, don't forget. Ouais, mais justement, parlons-en du Havre parce qu'on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. Encore une fois, Ilan Kebal, excellent. Il crée le penalty, il le transforme tout seul et ensuite il donne la passe D pour Moses Simon. Bon, Kebal, PFC va pas pouvoir le garder très très longtemps, de toute façon. On va parler du Havre et après on basculera sur les gros matchs. Le Havre-Nice. La principale déception de cette journée, c'est Nice quand même. C'est pas bon, Nice. On avait une petite rassurance sur les derniers matchs, mais c'est pas bon du tout. Le Havre avait été très très intéressant contre Lens la semaine dernière. Ils avaient perdu, mais ils auraient mérité de gagner. Ils avaient dominé Lens. Là, ils ont été très bons aussi pendant tout le match, même si ça a été un peu plus équilibré. Il y a eu un but de Doucouré côté droit. Alors j'ai triché, je vous l'ai mis arrière droit sur ma compo parce qu'il a joué arrière droit la semaine dernière. 2 buts en 2 matchs pour Doucouré. Avec un vrai appel d'avant-centre de Doucouré. Je sais pas ce qu'il fout dans la surface à ce moment-là, mais vraiment un peu comme Abner à l'OL, vous voyez. Le latéral qui pète un plomb. Voilà, il a joué lié, mais latéral quand même. Nice qui sauve un peu les meubles avec Opong, je sais plus comment on l'appelle, Kepra, je sais pas comment il s'appelle, ça, il change tout le temps. En tout cas, défenseur qui était resté dans la surface, qui vient conclure une bonne chevauchée de Boga, mais globalement c'est pas bon, Nice. C'est pas bon, avec un but, je vous conseille d'aller le voir ce but, parce que vous avez un centre qui vient de la droite, et Antoine Mendy qui fait une espèce de R reprise,
Donc déjà, il rate son intervention. Et derrière, il se rattrape, il dégage le ballon dans NDI. Ça rebondit sur son ventre, but. Bon, voilà. Bas, on n'en parle pas qu'il y a une masterclass. Bah non, on n'en parle pas beaucoup de bas. Kojo Pepra au pont. Voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi. Et derrière, bon, le troisième but, il est un peu anecdotique. C'est vous avez Diouf qui monte sur un coup franc très lointain, puis il y a contre-attaque, but. Il y a 2 joueurs à noter sur ce match du Havre. C'est Doucouré, parce que ça fait quand même 2 buts en 2 matchs, et Sanganté, effectivement, qui est dans mon équipe type et que j'ai trouvé très très bon. De manière générale, Nice, dans les flops, j'ai mis tout le monde. Nice, je trouve qu'il y a une absence de leadership dans cette équipe. Les cadres sont pas là, ils se basent sur des jeunes joueurs. Kevin Carlos, voilà. Johnson, j'ai du mal à comprendre quel type de joueur c'est. J'ai l'impression que c'est un Pavel Schulz bis. Et derrière, il n'y a pas de leader, quoi. Quand vous voyez que le match précédent, c'est Tom Louchet qui sauve les meubles, tout ça est très jeune, tout ça est très fébrile. Bon courage à Francaise. Hein. Bon courage. Ineos s'en fout de Nice. Il y a pas mal de joueurs, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent à Nice de manière générale. Heureusement qu'ils ont encore Diouf qui fait le taf. Et Nice, c'est quand même très très faible. Et donc, on en parlait juste avant. Le Havre, ça se met à tourner. Et pas trop parié sur ça, mais ça se met à tourner. Il y a des joueurs qui sont intéressants dans cette équipe. Sanganté, c'est pas mal. Seko, moi, je le trouve assez intéressant aussi. Le japonais, là. Doucouré, c'est fort. Rasoul Ndia, il y a beaucoup de niaque dans ce joueur-là. Et puis, c'est un joueur qui a quand même une certaine finesse technique. Il avait marqué lors du premier match contre Monaco. J'attendais pas le Havre cohérent comme ça. Je suis surpris. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Maintenant, Nice... je sais pas si Francaise termine la saison, très honnêtement. Je suis pas inquiet pour le maintien de Nice, parce qu'il y a quand même très très faible derrière. Hein. Mais j'aimerais pas être supporter niçois aujourd'hui. Hein. Je pense qu'en termes de déprime, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Hein. Bon, voilà pour le Havre-Nice, on va pas s'éterniser là-dessus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? On a parlé de Lorient, on n'a pas fait Nantes-Auxerre. Bon, on va passer sur Nantes-Auxerre. Nantes-Auxerre. Qu'est-ce qu'on a à raconter sur Nantes-Auxerre? Je l'ai vu ce matin, ce match. Je me suis tapé en entier, Nantes-Auxerre. C'était pas un super match. C'était pas un beau match de foot. Donc, victoire de Nantes sur un but de Mostafa Mohamed assez tôt dans la rencontre. Hein. On a Hong qui dévie de la tête pour Guirassy. Guirassy qui glisse bien, Mostafa Mohamed qui vient piquer. Et après, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match. Globalement, je suis un peu déçu du match de Auxerre. Ils sont passés en 4-2-3-1. Je ne suis pas sûr que c'était la décision du siècle. Il y a un problème, à mon sens, du côté de Auxerre sur les ailiers. Haussmann, il est brouillon. Casimir, j'aime pas. Voilà, j'aime pas depuis le début. Quand Sinayoko est un peu moins dedans, ça se voit tout de suite. Sinayoko, il a pas fait un bon match et ça s'est écroulé. Il y a une bonne base à Auxerre, notamment au milieu de terrain avec Dano Awusu, mais c'était pas suffisant. Mais surtout, j'aimerais souligner le bon match de Nantes. C'est un bon match de Nantes. Ils ont été sereins pendant tout le match, notamment grâce à Anthony Lopez, qui est l'homme du match, tout simplement. Je crois qu'il a sorti 4 ou 5 arrêts. Il y a une très très belle banderole aussi de la Brigade Loire, avec une petite BD, genre saison de merde, je reviendrai plus, et puis tout l'été t'attends, et après tu reviens au stade. Je trouvais ça très mignon comme banderole. Il y a une assise à Nantes entre Lopez et Le Penant, qui n'est pas le plus fin, mais qui a une activité de fou. Et surtout, et ça je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça, la charnière Awaziem-Tati, donc Awaziem qui est quand même un joueur dont on n'avait pas forcément des bons souvenirs à Nantes, et Tati qui a 17 ans, c'est solide. Amiens a été très bon. Tati, il y a quelque chose. Hein. Le tifo était incroyable. Nantes, ils n'ont pas chaté sur le début de saison parce qu'ils prennent le PSG, ils perdent 1-0, ils prennent Strasbourg, ils perdent 1-0, mais ils se battent bien. Ils méritent cette victoire assez amplement contre Auxerre. Et il y a une base intéressante de travail, il y a des recrues intéressantes. Le seul bémol que je mettrais, c'est sur l'assise offensive de Nantes. Vous avez Guirassy et Benatab, c'est peut-être un petit peu léger, mais vous avez gardé Mathis Sabline. Gardez Mathis Sabline quand même. Nantes a réussi à garder Mathis Sabline, qui fait une énorme rentrée d'ailleurs. Vous avez une chevauchée solitaire à la 80e minute avec un petit lob qui est dévié mais qui finit sur le poteau. Ablin, il avait fait 2 rentrées de merde lors des premiers matchs. Je pense qu'il va retrouver petit à petit sa place. Je suis curieux de voir ce que va faire Luis Castro avec cet effectif-là. Benatab, il y a vraiment un truc, mais il a été moins bon sur ce match-là, Benatab. Hein. Il a été moins bon, il était un peu moins flamboyant. Mais oui, il y a un côté joueur un peu frisson et compagnie. Mais Guirassy, par contre, intéressant.
Donc on verra. C'est un renouveau nantais avec un coach qui a des idées et qui a vraiment... C'était pas un match hyper intéressant, mais c'était un match serein de Nantes. Et je pense que c'est rare qu'on ait eu des matchs sereins de Nantes sur ces dernières années. Donc si l'Equita pouvait ne pas péter un plomb à la première série de défaites que va avoir Luis Castro, non, je suis surpris par Nantes. Je vous avoue que je les attendais plus bas. Parce que je trouvais que l'effectif était pas ouf, et puis on nous avait quand même annoncé Mostafa Mohamed au PFC, Ablin qui devait partir, et finalement ils ont gardé les deux. Donc si vous avez Mostafa Mohamed plus Ablin côté gauche, plus Benatab côté droit, et que vous arrivez à faire quelque chose de cette petite tambouille là, bah pourquoi pas Nantes, pourquoi pas viser un peu plus haut. Voilà, je vous dis pas qu'ils seront concurrents à l'Europe, mais je vois bien Nantes faire 8 ou 9. Donc voilà, curieux de voir comment Kita va réussir à flinguer la saison. On connaît, hein. C'est ça le problème de Nantes. Mais voilà, beau public, équipe sympa, des petits jeunes rigolos. Ça peut être une saison sympa pour les Nantais. C'est pas tous les jours qu'ils ont bien mangé à Nantes. Ça fait longtemps. Donc pourquoi pas. Ils ont pris Mwanga. Oui, c'est vrai que je l'avais noté dans mon intro. Mais ils ont pris Mwanga. Donc quand même, c'est un bon joueur, Mwanga. C'est une très belle prise en prêt. Qui viendra renforcer ce milieu-là. Où Coquelin, on voit que bon, c'est coup-ci, coup-ça. Le Penant, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, Nantes. 8 ou 9, ça me semble ambitieux. Si ça tourne, ça peut faire 8 ou 9. Si ça tourne, ça peut faire 8 ou 9. Voilà. Mais ça a bien recruté. Ça a été serein sur ses appuis pour garder Ablin et Mohamed. Voilà. C'est une équipe qui est chiante à jouer. Mais c'est vraiment une bonne perf. Mwanga sort d'une belle saison au Havre. Ouais, très bonne saison au Havre. Très bonne recrue. Je sais pas qui va aller remplacer. Bah, je pense Coquelin en vrai. Hein. Parce que c'est pas Le Penant. Le Penant est un élément important de cette équipe. Peut-être Hong, j'en sais rien. À voir. C'est dans les outsiders à l'Europe avec le TFC. Ouais. Le TFC, on va en parler après. On va en parler juste après. Bon, on a tout dit hein, sur Auxerre et Nantes. On va passer à TFC PSG. Pourquoi je voudrais parler de ce match? Je voudrais parler de TFC PSG. Déjà, je vais vous montrer les stats. Parce qu'elle me semble importante à vous montrer les stats de ce match-là. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que c'est des stats hyper équilibrés. Alors oui, vous avez le penalty, mais c'est pareil côté parisien. Les stats sont hyper équilibrés. D'ailleurs, j'ai un doute parce que ça me paraît bizarre que ce soit que 2,61 pour les Parisiens. Ça n'a pas de sens, j'ai dû me planter. Je me suis nécessairement planté là-dessus. Ça peut pas être 2,61. Bah si, c'est 2,61. Je voudrais, pour ce match, remercier, faire 2 remerciements. Le premier remerciement, c'est pour Joao Neves. Parce que on aime le foot pour des trucs comme ça. Joao Neves, il met un retourné. Et puis ça suffit pas. Donc il met un deuxième retourné. Puis après ça suffit pas. Donc il met une patate. Mais vous savez, pas les frappes enroulées. Non, les vrais missiles, quoi. Le pur football, quoi. Donc voilà, autant le PSG n'est pas une équipe qui me fait beaucoup rêver. Parce que le Qatar, l'argent, etc. Mais un joueur comme Joao Neves... le deuxième, il est encore plus beau, le contrôle poitrine qui se l'emmène tout seul, la frappe pure comme ça, qui monte et qui redescend jamais. Merci Joao Neves pour le football, quoi. Mais ce football-là, ces 6 buts du PSG, ils peuvent pas exister sans les 3 buts du TFC. Et c'est pour ça que le PSG, les 2 premiers matchs étaient chiants comme la mort. Parce que vous aviez des équipes en face qui jouent le calcul, c'est-à-dire vaut mieux en prendre 1 qu'en prendre 3. Donc à la fin de la journée... le TFC, ils prennent -3 au goal average. Mais putain, le match de foot qu'on a vu quand même. Hein. Le match de foot qu'on a vu. Et donc merci au Toulouse Football Club, déjà pour le début de saison qui est quand même sacrément chouette, mais merci au Toulouse Football Club d'accueillir le Paris Saint-Germain avec des grosses couilles et d'y être allé jusqu'au bout. Et de ne pas avoir démérité quand ils en ont pris 4. De continuer à être allé au charbon jusqu'au bout. D'avoir marqué 2 buts dans les dernières minutes alors que 99% des équipes à 0-3 contre le PSG auraient fermé boutique pour pas en prendre 7 ou 8 ou 9. Bravo à Toulouse de jouer avec les couilles. Ça paye pas. Ça coûtera peut-être cher à la fin de la saison parce que peut-être que des places vont jouer au goal average et qu'ils vont regretter de ne pas avoir mis le bus. Mais merci pour ça. Merci de nous donner du foot parce que sur un malentendu, ça pourra passer un jour. Là, ils n'ont pas de bol. Ils ont Joao Neves qui décide de mettre 1 but, puis 2 buts, puis 3 buts incroyables. Ils concèdent 2 pénaltys. C'est malheureux. Voilà. Mais merci. Merci Toulouse. Merci Toulouse d'avoir les intentions de jeu comme ça, avec les armes qu'ils ont, qui sont quand même pas les armes du PSG. Il y a quand même qui viennent de perdre un de leurs meilleurs joueurs en plus. C'était génial. C'est quand même plus sympa d'avoir un 3-6 que d'avoir le PSG qui a 82% de possession. Ça tourne et ils mettent un but à la fin du match parce qu'ils sont trop forts.
Donc voilà, merci à Toulouse d'avoir contribué à faire en sorte que ce match et ce championnat sont sympas à suivre. Voilà, parce que sans des intentions comme celle de Toulouse, bah, on n'a pas le retourné acrobatique, on n'a peut-être pas la frappe de loin, on n'a peut-être pas 9 buts dans un match. Et c'est ça qui fait que bah, y a des gens, ils ont vu les résultats ce week-end, ils ont vu 7-1, ils ont vu 6-3, ils ont dit bah, je prends Ligue 1+. Donc merci Toulouse. Voilà. Peut-être qu'au match retour, ils en prendront 7. Et peut-être que bah, ils n'auront pas de regrets. Parce qu'il y a un monde où ça tourne. Il y a un monde où ça tourne. Ils prennent 3 buts en un quart d'heure quand même. C'est dur. T'es à domicile. Tu prends 3 buts en un quart d'heure. À la 15e minute, il y a déjà 3-0. En plus, tu t'es pris 2 retournées acrobatiques de fou et une ouverture de dingue de Fabian Ruiz pour Barcola. Tu vas te faire ouvrir, quoi. Tu vas te faire ouvrir. En plus, tu concèdes un penalty à la 31e. Mais c'est l'enfer. Bah, t'as pas peur. T'as pas peur. Tu mets un but sur un corner repoussé. Après, t'as un penalty. C'est dommage que Franck Magri tire son penalty n'importe comment. Et c'est dommage derrière que le penalty soit encore raté par Caceres. Parce que si t'es à 2-4 à la mi-temps, ça peut basculer dans l'absurde. Bon, bah après, t'as un penalty, et puis t'as le missile, et puis t'as cette fin de match un peu en sbull complet avec Donum excellent. Donum qui crée un penalty et un but. Dommage, mais Martinez Novel, il a pas de matos en fait. C'est même pas qu'il a pas beaucoup de matos, c'est qu'il a pas de matos. Il fait avec des bouts de bois, et avec des bouts de bois, il arrive à faire quelque chose d'intéressant quand même. Donc je souhaite à Toulouse le meilleur pour cette suite de saison, parce que poser ses baloches comme ça contre le Paris Saint-Germain avec l'Armada et l'équipe type, bah bravo. Bravo, c'est tout. Je voulais parler de Jean-Louis Gasset, qui a été consultant sur le match, qui a été une catastrophe. Laissez le monsieur tranquille. Laissez le monsieur s'occuper de ses petits-enfants. Il a assez travaillé dans sa vie. Laissez-le tranquille. Ou alors obligez-le à avaler sa salive quand il parle, s'il vous plaît. Il y a un autre joueur que j'ai bien aimé côté toulousain, c'est Metali, qui est de 19 ans, je crois. Il y a des jeunes sympas quand même. Il y a Vossa qui marque le dernier but. C'est une usine à bons petits jeunes quand même, Toulouse. Ils recrutent bien, mais il y a quand même des bons petits jeunes partout. Gbo, oui. Bah après, Gbo, il a un talent brut. S'il avait le cerveau connecté tous les matchs, il serait pas à Toulouse. Mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de matos, mais il y a quand même un petit matos intéressant. Et dans les tops, j'ai mis Aaron Donum parce que c'est pas tous les jours comme ça avec Aaron Donum quand même. C'est pas tous les jours qu'il réussit tout ce qu'il fait. Donc on va capitaliser là-dessus. J'ai mis Metali parce que je trouve qu'il a quand même bien contenu le côté droit parisien et c'est pas rien de mettre Hakimi dans sa poche. Et côté parisien, Joao Neves, évidemment. Joao Neves, il a eu 10 dans l'équipe. Mais c'est normal. C'est le pur football ce qu'a livré Joao Neves. Barcola pour la finition sur le premier but qui est magnifique et Chevalier qui sort de pénaux quand même. Donc bravo. Dans les flops, Sidibé qui a été calamiteux, Nicolas Hyssen calamiteux et Franck Magri qui l'homme invisible. Voilà. Dans un match où pour le coup il aurait pu ne pas être l'homme invisible. Top 3 des plus beaux triplés de l'histoire, oui, avec le triplé de Denis Bergkamp, ouais. Metali, on dirait un nom de Pokémon. Ouais, complètement. Mais donc voilà, si Toulouse pouvait continuer à nous proposer cette proposition de jeu-là toute la saison, franchement, je signe. Parce que pareil, c'est pas tous les jours qu'on a bien mangé à Toulouse, même s'ils ont eu un titre avant l'OL, il y a quelques années. Mais ils iront... ils ont une bonne petite carte d'équipe surprise de la saison, Toulouse. Malgré le matos. Pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure. Il nous reste quoi à traiter? Il nous reste Angers-Rennes. On va passer très très vite sur Angers-Rennes. J'ai même pas mis Angers-Rennes, non. Je t'ai pas mis? Si, je l'ai mis. Là. Angers-Rennes. C'était bien chiant. Voilà, c'était bien de la merde. Angers-Rennes, bon, on va faire le résumé. En vrai, il y a eu quand même quelques occasions, notamment pour Angers. Ça a été plus équilibré que prévu. Angers a fait jeu égal avec Rennes. Ouverture du score, évidemment, de Esteban Le Paul, qui avait déjà eu une énorme occasion 2 minutes plus tôt. Et derrière, ça a ronflé du côté de Rennes. Il y a eu beaucoup d'occasions pour Angers. Il y a eu une frappe de Mouton qui est tout proche de donner l'avantage à Angers. On a eu un but hors jeu au début de l'action avec un but de Raoul Liza. C'est un match nul logique. Angers, j'étais inquiet pour eux avec le départ de Le Paul. Mais Sheriff et Peter, ça a l'air d'être des bons joueurs de football. Donc Peter, égalisation, j'ai pas dit, mais un patator de Belkedi en centre, vraiment un centre patate qui tombe sur Peter qui met dans le but. Rennes a l'impression qu'ils n'y arriveront jamais vraiment. Ça démarre pas Rennes en fait. Je vous avais dit, je suis curieux de voir Rennes à 11 contre 11 parce qu'il y a eu le match contre l'OM où ils étaient à 10, il y a eu le match contre Lorient où ils étaient à 9, là ils étaient à 11 contre 11, c'était pas bon.
Donc, ouais, match emballant à partir de l'heure de jeu parce que c'est vraiment fait chier avant. Et le fait que ce soit équilibré est inquiétant pour Rennes. Dans les tops, j'ai mis Belkedim côté Angevin qui a été très bon. J'ai mis Peter parce que bon, bah, il a quand même supplé le départ de Le Paul sacrément bien. J'ai mis Quentin Merlin côté Rennais que j'ai trouvé très très disponible. Il y a notamment un très très bon décalage de Ludovic Blas, si je dis pas de bêtises, qui le décale côté gauche et il y a une grosse frappe. Hervé Kofi a encore été bon. Comme d'hab avec Hervé Kofi, c'est 3 parades pour une boulette, mais Hervé Kofi vraiment 20 en excentricité dans FM. Et dans les flops, Jacquet que j'ai pas trouvé bon du tout, notamment sur le but où il oublie complètement Peter qui part dans son dos, et Altamari, transparent, complet. Voilà, Altamari, vous m'en avez parlé tout à l'heure, je trouve pas bon sur ce début de saison. Pas bon du tout. Il nous reste, pour terminer, Monaco-Strasbourg, qui était un match très rigolo. Et je crois que j'ai rien oublié, après on a tout dit. Monaco-Strasbourg, match rigolo, avec pas mal d'occasions quand même. Un match en 2 temps, avec un premier temps en faveur de Monaco, qui ouvre le score sur une très très grosse saucisse de Mike Penders, qui n'a pas été bon du tout d'ailleurs, Mike Penders. Un match où on a senti la perte au change avec Petrovic quand même. Hein, parce que Penders, il n'est pas encore prêt. Il a été mauvais, balle au pied, il n'a rien sauvé du tout. Et donc, le premier but, c'est Balogun qui va au pressing sur Penders, qui fait un mauvais contrôle, Akliouche qui récupère, but. On a la première vraie occasion strasbourgeoise qui arrive après 20 minutes sur un corner. On a eu beaucoup d'occasions pour Monaco dans la première heure de jeu jusqu'à la 60e. Le match tourne en fait avec les changements à la mi-temps. À la mi-temps, vous avez Ouattara qui sort et vous avez Doucouré qui sort, donc 2 défenseurs, et vous avez Kendry Pez qui rentre et Dylan Bakwa. Dylan Bakwa qui du coup vient de partir pour 35 patates à Nottingham Forest, vous me l'avez dit, j'ai pas vérifié mais ça doit être vrai, qui refait le coup du super sub. Dylan Bakwa, il rentre et c'est le bordel. Donc déjà vous avez le premier but de Bakwa qui est monstrueux, genre une reprise de volée en première intention comme elle vient qui fusille la lucarne. Je vous ai pas fait le deuxième but de Monaco parce que c'est une énorme erreur défensive de Hoxberg qui laisse partir dans le dos dans la foulée d'une énorme occasion. En plus vous avez une superbe ouverture de Bakwa pour Paez qui bute sur Radeski et dans la foulée vous avez une contre-attaque où tu as l'impression que les Strasbourgeois ils dorment et ça part et ça fait 2-0. Vous avez le banger de Bakwa. Ensuite, vous avez Bakwa dans la foulée qui obtient le penalty, qui est transformé par Panicelli. Et là, ça part dans l'irrationnel. Vous avez Kendry Pez qui est tout proche de donner l'avantage à Strasbourg. Et non. Et vous avez à la 96e minute Monaco qui se sauve encore, on ne sait pas trop comment, avec un centre velours d'Akliouche qui tombe sur la tête de Minamino, tête plongeante de but. Mais alors, le centre de Akliouche sur le 3e but, c'est un bonbon absolu. C'est bien que Monaco ait réussi à garder Akliouche parce que c'est quand même un joueur doux. C'est un joueur du pédigré des Cherki, des mecs comme ça qui peuvent te faire tourner un match parce que ils ont le velours côtelé dans les chaussettes, quoi. Donc voilà, grosse perte pour Strasbourg qui a fait signer Ben Chilwell. Oui, j'ai vu, ça n'a aucun sens. Expulsion complètement débile de Nzingula qui a un duel, il n'a pas la faute et du coup il décide de trangler Thésée. Voilà, pourquoi pas après tout. Donc expulsion débile. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'effectif de Strasbourg, qui tourne tout le temps. Hein. Ils ont gagné leur barrage contre Brøndby. Bon courage pour s'imposer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté là-dedans? Bakwa, super sub, il va manquer à Strasbourg. Parce qu'il a quand même débloqué tous les matchs dans lesquels il est rentré. Penders, va falloir faire beaucoup mieux pour Strasbourg. C'est pas un bon début de saison du côté de Strasbourg, paradoxalement. Balogun, bon retour quand même. C'est un joueur qui était en demi-teinte et tout ça. Monaco qui s'est présenté en 4-4-2 avec Biret. Et paradoxalement, Biret a été assez discret sur ce match-là. C'est Balogun qui a pris de la lumière. Mais Monaco, c'est un peu en dilettante quand même. Hein. Le match contre Le Havre était relativement facile. Ok. Le match contre Lille, ils n'ont pas été bons du tout. Et là, ça tient un poil de cul. Hein. Ils ont le match en main et puis ils s'abordent tout seuls. Vraiment, il y a une séquence de 3 minutes où ils se mettent une balle dans le pied et ils s'en sortent très très bien avec ce but de Akliouche. Donc l'association avec Biret a quand même bien marché. Oui, mais Biret du coup a pas beaucoup pris la lumière. Balogun a été très bon. Hein. C'est lui qui va au pressing sur le premier but. Le deuxième but, c'est lui tout seul comme un grand. Je suis quand même un peu perplexe sur Monaco. Pourquoi je suis perplexe sur Monaco? Parce que pour moi, Monaco a le 2e effectif de Ligue 1. Ils ont des bons joueurs à tous les postes. Et je vous compte même pas Pogba et Fati qui à mon sens comptent pas dans l'effectif jusqu'à preuve du contraire, mais vous avez à chaque ligne
des joueurs de très très grande classe quand même. C'est irrégulier, c'est dilettant, c'est fragile, ça joue pépère, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas dans cette équipe une assise qu'il devrait y avoir quand tu as des joueurs comme ça, quoi. Akliouche, c'est un joueur top classe mondiale, et je n'exagère pas là-dessus. Zakaria, c'est un des meilleurs milieux du championnat. Caio Henrique, Jordan Tézé, c'est des excellents défenseurs. Balogun, Biret, c'est quand même une puissance offensive que seul le PSG a aujourd'hui en Ligue 1 et peut-être l'OM. Chaque ligne sauf le gardien. Oui, puis en plus, il est sorti sur blessure, Radeski. Il s'est pété le genou. Enfin, il s'est pété. Il a tourné le genou, il a dit. Donc tu vas peut-être te récupérer Kun. Mais Monaco, il y a une ambiance mec qui a 12 de moyenne au lycée sans rien foutre. Et je trouve que c'est pas suffisant. Alors peut-être il faut mettre en route. Et je trouve ça insuffisant. Monaco, t'as aucune pression sportive. Ouais, je pense que ça joue, ouais. Je pense que ça joue. Mais tu mets l'effectif de Monaco dans une équipe où il y a un peu plus de pression, peut-être que ça va beaucoup plus haut. On verra. Comparé à Lille, ça ronfle un peu. Ouais, complètement. Je trouve que le potentiel de cette équipe de Monaco est bien supérieur à ce qu'ils démontrent sur le terrain. Alors ça va, ils sont 6 points, mais il va y avoir la Coupe d'Europe et tout ça. C'est comme Marseille, il faut monter d'un cran là, par rapport aux moyens sportifs, même si Monaco a dû vendre aussi, ils sont séparés d'un certain nombre de joueurs, ils ont perdu Singo, ils ont perdu Ben Seguir. Il faut monter d'un cran. Pour l'instant, c'est pas au niveau. Pour l'instant, c'est pas au niveau, et ça permettra peut-être à des équipes qui sont moins fortes sur le papier d'aller les titiller au cours de la saison. On ne sait pas. Aujourd'hui, une équipe comme Lille, sur le papier, est moins forte que Monaco, moins forte que Marseille, mais tourne mieux. Voilà, ils vont devoir mettre en route en Ligue des Champions. Mais en fait, je suis très curieux. Je suis très curieux de voir le retour de trêve de certaines équipes européennes. Évidemment, l'OL par rapport à cette absence de neuf, qui va peut-être faire très mal sur le long terme. Évidemment, Marseille, parce qu'il y a une potentialité de crise assez importante si ça dégringole contre le PSG et contre le Real Madrid. Et Monaco, du coup, que je trouve pour l'instant pas convaincant. Hutter ne fait pas progresser cette équipe. Ouais, je suis d'accord. Je vois pas de progrès dans cette équipe et dans ses joueurs. Il y a un bon niveau global, et ça stagne. J'ai du mal à définir les principes de Heidi Hutter. Donc on verra. Leur entraîneur a l'air mou. Ouais, je suis d'accord. On verra, mais en tout cas, on parlait lors du live ALZ de rentrée, on mettait un paquet OM Monaco bien au-dessus pour le podium, et ensuite un package 4e, 10e place. J'ai l'impression qu'en fait, ce package 4e, 10e place, il englobe presque la 3e place avec l'un des deux. Voilà. Mais il y a un grand paquet là quand même d'équipes qui peuvent aller jouer cette 3e place si l'OM ou Monaco ne se mettent pas en marche. Voilà, on a bientôt fini ce débrief. Il nous reste évidemment à regarder le classement à la fin de cette journée, que je vais vous montrer immédiatement pour que vous puissiez voir qu'il n'y a que 2 équipes à 9 points, c'est le PSG et l'OL. Le PSG évidemment, l'OL c'est un peu plus surprenant. Lille qui commence à carburer avec une différence de but évidemment la plus forte du championnat après cette victoire 7-1. Monaco est à sa place, Lens est à sa place, Strasbourg est à sa place, Toulouse très bien placé par rapport à leurs ambitions. Angers également qui débute très bien ce championnat, même s'ils n'ont que 4 points. Et d'ailleurs on retrouve les équipes à la traîne, c'est-à-dire Marseille, Nice, qui sont vraiment pas dedans, et évidemment Brest qui à un moment donné va devoir bouger de cette place-là qui n'est pas la sienne sur le papier, et Metz, la catastrophada, seule équipe à 0 points pour le moment, et ça risque de continuer comme ça un petit peu de temps. Malheureusement pour eux, je crois qu'on ils affrontent Lorient, non? Sur le prochain... D'ailleurs de toute façon j'ai le programme, j'ai le programme avant de vous montrer parce que le programme est tombé aujourd'hui, donc je l'ai pour vous montrer qu'on aura un Marseille-Lorient, Nice-Nantes, Strasbourg-Le Havre, Auxerre, Monaco, Lille, Toulouse, le multiplex où on aura Metz-Angers, le match de la peur, et ça terminera donc en prime time le dimanche par Rennes-Lyon à 20h45. Mon équipe type du week-end, la voici, la voilà. Je vous ai mis Anthony Lopez en but. En défense centrale, je vous ai mis Moussa Niakhaté et Aruna Sanganté, à qui j'ai mis une beaucoup trop grosse tête. Fodé Doucouré côté droit, Romain Perraud côté gauche. Un but, une passe D pour Romain Perraud. Joao Neves, évidemment. Adrien Thomasson, j'hésitais à remettre Tyler Morton, mais j'ai décidé de mettre Adrien Thomasson. Le trio offensif, Akliouche qui a été excellent du côté de Monaco. Correa, 2 passes D. Kebal, 2 buts. Mathias Fernandez-Pardo, évidemment. En super sub, Dylan Bakwa. Je ne vous ai pas mis Igaman. Je vous ai pas mis Igaman. J'aurais pu, j'ai hésité. Et en coach, évidemment, Bruno Genesio, parce que 7-1 à l'extérieur, ça vaut quelque chose. J'aurais pu vous mettre Leonardo Balerdi avec le blason de l'OL, parce que c'est lui qui nous donne le match. Mais voilà, à noter quand même que c'est la 2e présence d'affilée de Moussa Niakhaté dans l'équipe type.
Également Ilan Kebal, 2 fois d'affilée. Et Fodé Doucouré, je l'ai mis parce qu'il méritait. Il n'a pas fait un 11 type à l'issue de ces 3 journées. Non, j'aurais pu, mais on le fera au bout de 8 ou 9. Donc voilà, une équipe type assez variée en vrai. Hein. Un seul Parisien alors qu'ils ont mis 6 buts, mais en vrai c'est logique. Dembélé a marqué 2 buts, mais c'est 2 pénaltys et son match n'a pas été foufou et sa passe D elle est involontaire. Pavel Souch, entrée bof, mais super sub génial. Super sub c'était soit Igaman, soit Bakwa. Hein. Assez simple. Ou Guilavogui aussi, ça aurait pu. Mais Schultz fait pas une bonne entrée outre mesure. Hein. Mais après ça me paraît à peu près cohérent. Hein. Thomasson je l'ai pas trouvé énorme contre Brest. Moi je l'ai trouvé fort quand même. Il débloque le match aussi. Il manque Mayeski. Mayeski. Non, en vrai, c'était Lopez ou Kofi. Préféré Lopez parce que pour moi, c'est vraiment lui qui tient le match à Nantes. Le coach, j'ai pas trop hésité. Hein, Bruno Genesio, 7-1 à l'extérieur. Voilà. J'ai vraiment hésité défense centrale. J'ai fini par mettre Sanganté parce que je trouvais qu'il méritait. Et voilà, hein, elle me semble assez cohérente cette équipe type sur le papier de manière générale. On a fini ce débrief. Mes pronos pour la semaine prochaine, j'en ai pas trop. Je vous avoue que j'ai pas encore digéré pleinement le mercato de toutes les équipes, donc je ne sais pas trop. Mais on se retrouvera du coup dans 2 semaines, lundi dans 2 semaines pour le débrief de la 4e journée. Là c'est la trêve internationale, on fera peut-être un petit live nocturne comme on fait d'habitude. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas fait un. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief aussi longtemps. Vous êtes encore 1000 à 23h40. À 23h24, pardon. Si vous êtes sur YouTube et que vous êtes allé au bout, déjà merci. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements. Si vous êtes sur Twitch et que vous voyez la vidéo passer sur YouTube, n'oubliez pas d'aller mettre un petit pouce, c'est important pour moi. Et puis on se retrouvera bien assez tôt, dans 2 semaines sur YouTube et probablement un peu plus tôt sur Twitch. Voilà, merci à vous, bisous, à bientôt.